Ahora estamos aquí prolongando la celebración del homenaje a Matías Manrique con esta charla que hemos programado para todos ustedes. Con Fana vamos a estar acá peloteando también algunas preguntas. Pues no sé si algunos de ustedes sepan que, Mathieu, antes incluso de realizar su ópera prima, Tómate la sopa, Mange ta soupe, participó en varios procesos de la producción cinematográfica en el set, en oficios incluso como el catering, con comida, en transporte, pasado por montaje, por supuesto en asistencia de dirección con directores pues bastante importantes como Louis Malle, por mencionar solo uno. Y esto se los menciono porque es algo que para mí es muy característico de la filmografía. Siento que hay un amor por el oficio. Es un cine que para mí es extremadamente sensual. Apela a los sentidos, ya sean ficciones, melodramas, documentales. Es un amor también hacia el objeto documental. Y hay algo que me fascina porque, bueno, esta charla, el festival, lo gestamos desde la universidad, ¿no? Desde la máxima casa de estudios de México. O sea, estamos en el plano académico, digamos, totalmente. Corrígeme si no, pero pues nunca pusiste un pie en la escuela de cine. Ben, évidemment, moi, j'ai juste pas réussi à rentrer dans les écoles. J'ai raté. J'avais raté l'IDEC, qui était l'ancienne FEMIS. J'ai fait un court-métrage avec les étudiants de Louis Lumière. Parce qu'à Louis Lumière, qui était une école plus technique, on pouvait sortir une caméra, on pouvait sortir un micro. Et voilà. Donc j'ai fait un très, 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 très mauvais court-métrage, celui que j'ai perdu, là, avec Nathalie Boutefeu. Mais c'était pas grave, c'était... Mais moi, j'étais tellement jaloux de ceux qui étaient dans l'école. Tu vas avoir une vision où des choses vont se relier, des savoirs vont devenir tellement passionnants, voilà. Pouvoir parler de cinéma toute la journée, regarder des films, s'engueuler sur le... C'est quand même extraordinaire. Et ceux qui étaient à l'école me disaient « Attends, toi, tu as de la chance, parce que toi, tu travailles... » À ce moment-là, en effet, je travaillais sur mon premier travail payé, j'étais stagiaire sur « Au revoir les enfants » de Louis Malle. J'ai eu la chance que Louis Malle me demande de rester pour le montage. Donc du coup, je suis resté au montage. Il m'a dit, on ne s'est pas beaucoup vu. Est-ce que ça vous intéresse de rester au montage? Alors ça devait être que pour une semaine. Et chaque fin de semaine, le directeur de production, qui était vraiment, vraiment un sale con, disait, bon, salut, hein. Et moi, je disais, je ne sais pas, je crois qu'ils ont encore besoin de moi. Il faut demander à Louis Malle, mais je crois. Et Louis Malle disait, non, 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 il reste. Et j'ai fait comme ça 8 mois de montage, parce qu'à l'époque, c'était film, c'était très long. Alors là, c'était merveilleux. Je servais à rien. Voilà, donc ça, chaque fois, tu tombes sur des situations où ouais, ça fait des étincelles. Et voilà, et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé avec cette aventure de vie d'acteur qui est née du hasard aussi, où je devais tourner un court-métrage avec ma grand-mère, mon père aussi, mais surtout ma grand-mère, et mon ami Laurent, qui avait déjà joué dans mon court-métrage précédent. Et le mercredi, je déjeune avec ma mère, on devait commencer le jeudi. Et le mercredi midi, il n'y avait pas de portable à l'époque, hein. Et elle me dit, mamie, et là, je l'hospitalise demain matin. Elle avait 90 ans, elle va pas bien du tout, il faut l'hospitaliser. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible parce qu'elle joue dans le film. Elle joue dans le film, donc elle peut pas.
Non, et ma mère me dit, attends, mamie est très malade. Là, c'est grave, elle va à l'hôpital, quoi, c'est tout. Et donc, mais c'est là où c'est fou, le cinéma. Donc, je vois que j'ai 4 bobines de films dans le frigidaire, de pellicule qui est peut-être périmée. Je vais dans une cabine, je trouve le chef opérateur, je trouve l'ingénieur du son, je ne trouve pas l'acteur, Laurent. Il répond pas. Parce que du coup, je me dis, il faut aller tourner tout de suite, dans l'après-midi. Et je dis, mais c'est pas grave, je le ferai. Et le chef-off, il dit, du coup, tu vas faire tout le film. Non, bon, on verra. Là, je tourne cet après-midi, puis on verra après. N'importe quoi. Et donc, évidemment, j'étais obligé de jouer le film, puisque j'avais joué cette scène-là avec ma grand-mère cet après-midi-là. Et Arnaud voit ça. Arnaud voit ce court-métrage parce que j'étais régisseur à Why Not sur un court-métrage. Je faisais la régie. Il y avait ma cassette qui traînait. Voilà. Tu vois, c'est bizarre, hein? Voilà comment ça commence. Et donc, c'est ça, c'est cette histoire d'étincelle, de tout de même... Franchement, le cinéma, il faut toujours... Tout est absolument possible. Tout est absolument possible. Il faut être prêt à faire l'inverse de toute la théorie que tu t'étais fabriquée sur le sens d'une scène. C'est ça qui va exploser en premier. Donc il faut avoir une sorte de plaisir, de la souplesse absolue, quoi, du vol plané. Tu sais pas comment tu vas faire, quoi. Ça, on enlève les pieds, là, flaf, ça s'est tombé. Bon. Ça, j'avoue que c'est un des grands plaisirs du cinéma, parce que du coup, les mots art, les mots artiste, les mots création, heureusement, enfin, n'existent pas. On n'est pas encombré de ces trucs-là. Quisiera hablar de Torné, tu personaje que está en medio de estas chicas, tu personaje liminal. Me recordó muchas veces a Bob Fosse, a Fellini, a su amor por el cabaret. Y quería preguntarte, como director de cine, ¿cómo hiciste para actuar, dirigir y estar en toda la composición de esta pieza que se me hace maravillosa? Non. Oui, il y a eu un texte de Colette, l'écrivain français Colette, qui s'appelle L'envers du music hall. Colette a vécu, est tombée amoureuse d'un homme. Elle était très jeune, ça a été un grand amour pour un écrivain qui était très, très, très célèbre à l'époque, qui s'appelait Willy. Elle avait 16 ans, hein, 17 ans. Elle a découvert la sexualité, beaucoup de choses. Un homme qu'elle aimait beaucoup. Mais lui, et elle écrivait, mais lui, évidemment, les livres qu'elle écrivait, elle, tous les Claudines, eh ben, ils étaient signés Willy. C'était pas signé par son nom. Elle n'avait pas son nom. À un moment, elle a eu la force de quitter cet homme. Elle est tombée amoureuse d'une femme. Et en même temps, et là on parle quand même de 1903, 1904, hein, et elle a eu envie de faire des spectacles, de partir en tournée, et de faire des choses qui étaient scandaleuses à l'époque, un peu déshabillées. Et dans un journal plus tard, en 1913, lui a demandé de se remémorer ça et de peut-être écrire sous forme de croquis, de notes, de choses. Et c'est ce qu'elle a fait. Tous les jours, dans ce quotidien, le matin, il y avait des choses. Et ça s'appelle L'envers du music hall. C'est absolument extraordinaire.
Voilà, je suis parti de ça. Et je cherchais quel pourrait être l'esprit de Colette aujourd'hui. Parce qu'avec Philippe Di Folco, d'abord j'ai commencé à écrire avec un autre ami qui s'appelle Marcelo Teles, qui est Marcelo Novaes Teles, qui est brésilien de Curitiba. Et on a essayé de faire un film d'époque, disons, qui se passait au début du n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment... Et tout en cherchant, parce qu'on ne trouvait pas quelque chose qui avait l'esprit de Colette aujourd'hui. Je ne trouvais pas. Et un jour, on tombe sur le monde du New Burlesque que je ne connaissais pas, que je découvre parce qu'elles étaient en tournée à Nantes. Voilà, on est allé à Nantes avec Philippe Di Folco. Et voilà, c'était ça, quoi. Et ça s'est mélangé à ce moment-là au suicide d'Humbert Balzan, qui était un producteur indépendant qui avait beaucoup produit Youssef Chahine, par exemple, les premiers films d'Elia Suleiman aussi, enfin, qui, avec Paolo Branco et Gilles Sandoz, avait créé une société qui s'appelait les films du pirate, les films des pirates. Ouais, c'était vraiment ça. Et Humbert s'était quand même suicidé dans son bureau, quoi. Pendu dans son bureau. Et j'ai eu très très peur pour Paolo. C'était comme la mort peut-être du cinéma d'auteur. C'est comme ça que c'est mêlé. Et si c'était l'histoire d'un homme qui avait dû quitter la France et qui veut revenir comme un roi dans son pays. Parce que j'avais imaginé que Paolo, il allait disparaître. Et donc j'imaginais le retour de Paolo en prince, quoi. Et ces deux choses se sont mélangées. Donc c'est Paolo qui devait jouer. Jusqu'à 2 semaines avant le tournage, c'était Paolo qui devait jouer le Joachim. Bon, et puis finalement c'est moi. Mais j'étais très très en colère de le faire. Ça, c'est une chose que peut-être vous avez remarqué dans la vie. Les personnes qui sont extrêmement cabots, tu vois ce que ça veut dire cabot, extravagant dans la vie, qui vous font rire une table entière dans un restaurant, on passe une super soirée, tu mets une caméra, il n'y a plus personne. Ça se vérifie très souvent. Souvent, c'est les timides qui, curieusement, ont un courage nécessaire, quoi. Je le sais, hein. Et qui sont capables de faire des folies. Mais les extravertis, tu mets une caméra, il n'y a plus personne. Et bien c'est ça qui s'est passé avec Paolo. Paolo, qui est le type le plus incroyable, il était mauvais comme un cochon, quoi. Et Paolo, un matin, est arrivé en retard. Donc j'ai dit à Christophe Bocarne, chaque fois, c'est pas grave, attends, je le fais, c'est juste pour savoir le cadre, de toute façon. Hein. Donc, mais après, quand avec l'équipe, on a regardé les rushs, je suis à l'image. Et là, ils se sont tous tournés vers moi. Non, quoi. Non, j'ai pas envie, fais chier. Ben oui, mais après, c'est là où tu as des vrais amis, où ils te laissent pas seul. Et ils osent te dire, c'est pas possible, ça va pas. T'as pas le choix, mon vieux. Allez. Voilà. Et puis donc, Delphine, la maquilleuse, j'avais la barbe, j'avais plein de trucs. Je lui dis, vas-y, débrouille-toi, fais un truc. Puis elle a eu l'idée de la moustache, puisque c'est Paolo, moustache, voilà. Et puis, peu à peu, et ce que ça a créé d'extraordinaire, en fait, c'est que du coup, j'étais dans l'image avec ces femmes. J'étais avec elles. Et donc, je les observais pas de derrière la caméra comme des animaux étranges. J'étais avec elles. Et du coup, ça me permettait aussi d'être absolument un personnage minable, quoi. Nul.
Ça, je ne sais pas si j'aurais osé le demander à quelqu'un d'autre. Donc du coup, là, j'y suis allé costaud, quoi. J'ai pu vivre tous mes fantasmes. Macho, tous, voilà, je pouvais m'amuser, quoi. Mauvais père, mais nul avec ses gosses, il se souvient même pas de leur date de naissance, mais une merde, quoi. Tout ce que tu as envie de faire, que tu n'as pas le droit de faire, Et je me suis bien amusé. C'est pas mes enfants dans le film, hein, non plus. Et voilà, et du coup, c'était pas mal. Et grâce à la moustache aussi, je pouvais diriger, avoir les idées sur le moment dans le champ. Parce que je pouvais parler, ça se voyait pas. Tu vois, tu te retournes et je disais, go over there, or scream. Voilà. Et puis il y avait Elsa Amiel, la première assistante, aussi, qui prenait en charge beaucoup de choses. Notamment la scène où Mimi Lemieux me fout une énorme claque. Ça, c'est Elsa qui lui a dit, quoi. C'est Elsa, parce qu'on avait la scène. Et Elsa a dit, non, on va en faire une autre. Bon, d'accord. Parce que comme je jouais, et puis moi, je ne prends pas de combo. J'ai pas de retour vidéo sur les plateaux, parce que ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer, parce que c'est l'enfer. Il n'y a plus de rythme. C'est quand même assez magique de se dire, quand on tournait en pellicule, pendant la nuit, il y a un petit génie bienfaisant qui va faire quelque chose sur la pellicule, qui va faire que quand on va regarder les rushs le lendemain, il aura amélioré quelque chose. Quelque chose de magique va se passer. C'est chimique. Et donc, j'aime bien ne pas regarder les rushs. Au montage, par exemple, je ne regarde pas les rushs. Je ne regarde pas les rushs. C'est pas moi. C'est François Gédigier ou Annette. Ils font. Et après, moi, j'arrive et je suis spectateur. Et après, du coup, je peux critiquer, qui est quand même l'endroit le plus facile, quoi. Et là, on commence. Il n'y avait pas une autre prise où elle fait... Et du coup, tu es dans le souvenir du tournage. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pareil, sur la vie intime, j'ai pu remarquer ça. On ne fait absolument pas les mêmes films lorsqu'on vit en couple et lorsqu'on est seul. Tourner, c'est un film où j'étais seul. C'est pas les mêmes films. Ils sont étonnants. Ouais. Me interesa mucho, ahora escuchándote, preguntarte algo que tiene que ver con el concepto de la película por encargo, de la comisión. A veces engañosamente pensamos que podría ser una suerte de ejercicio poco simple, digamos, en donde al comisionario se convierte en una suerte de operador de una idea. ¿Cómo funciona para ti esto de la película por encargo en las veces que te ha tocado, ¿no? Ah, mais non, mais c'est vrai, hein, c'est ça. Ben déjà, je ne peux pas m'ennuyer puisque ça ne vient pas de moi. Donc ça, c'est formidable. Donc tu te débarrasses de toi. Mais après, c'est comme à l'école. On cherche des ruses. Donc on aime bien jouer contre l'autorité. Tu m'as demandé de faire ça, c'est ça la règle. Donc tu vas chercher... Alors attends, je vais les retourner. Voilà, ça c'est le côté Godard, enfin tu vois, le côté mauvais élève, le côté potache, le côté humoristique. Tu prends une commande, ah, tu veux que je fasse ça? Non, je vais faire ça. Je vais faire ça et puis je vais voir ce que ça donne. Bon, et pendant le confinement, pendant le Covid, les théâtres étaient fermés à Paris et partout en France. Et une télévision, Culture Box, a dit on va aider les théâtres. On vous propose une équipe de 25 personnes, hein, à peu près, pour faire des captations de pièces qui ensuite seraient montrées à la télévision.
de pièces qui donc ne pouvaient pas être jouées. Et il y avait une pièce à partir d'un texte de Thomas Bernhardt qui s'appelle Maître ancien. C'est un des derniers romans de Thomas Bernhardt qui était adapté au théâtre. Et voilà, il s'agissait simplement de faire une captation à 6 caméras. On répète le matin, et les caméras, et puis on tourne l'après-midi, puis c'est fini, quoi. Alors voilà, ben là j'ai dit, est-ce que je peux avoir, je sais pas, 4 techniciens, mais une seule caméra, et disons peut-être 3 jours, je crois que ça devrait coûter pareil que 25 techniciens, tout ça. Ils m'ont dit, oui, c'est le même prix, c'est bon. Voilà. Et du coup j'ai pu faire un film, parce que dès qu'il n'y a qu'une seule caméra, eh ben ça devient des questions de cinéma. Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Et après, ils ne l'ont pas passé. Ils ne l'ont pas passé parce que c'était des plans trop longs. Donc, ils ont considéré que forcément, le public allait s'ennuyer. Alors que non. Mais j'ai adoré faire ça, voilà. Et les commandes, voilà, c'est ça. Barbara, c'est pareil. Barbara, c'est Pierre Léon qui devait réaliser ce film avec Jeanne Balibar. Pierre Léon avait une obsession pour la chanteuse Barbara depuis toujours. Et puis, ils n'ont jamais trouvé de producteur. Et un jour, un producteur plutôt mainstream a appelé Jeanne pour dire « Oh, j'aimerais faire un film sur Barbara avec vous ». Elle dit bah, « Très bien ». Pierre Léon, évidemment, il n'a pas voulu de Pierre Léon. Et ils m'ont invité à dîner chez eux. Moi, je croyais que c'était juste par amitié. Et pas du tout, c'était un piège. Ils m'ont dit on n'arrivera jamais à faire le film. Et si t'essayais, toi ?» Voilà. Donc, l'enfer. On ne va pas faire un biopic avec Barbara. On va la laisser tranquille, quand même. Pas elle, pas ça, quoi. Et ben après, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te dis, tiens, ça fait 17 ans qu'on n'a pas fait de film ensemble avec Jeanne. 17 ans que je ne l'ai pas filmé. Et comme je filmais John Zorn au travail déjà depuis 7 ans, parce qu'on a tourné en 2017, Barbara, je vais filmer Jeanne au travail, comme actrice. Et voilà, et puis ça devient un film amoureux, quoi. Enfin, ça devient... Tout en ayant fait les plus grandes recherches, jour par jour, mais vraiment comme Kubrick, quand il veut faire le film sur Napoléon, sauf qu'on n'était que 2 pour faire toutes ces recherches, sur la vie de Barbara. Il n'y a pas une chose qui ne peut pas combler les amoureux de Barbara. Et les amoureux de Barbara, ils sont fous. C'est des fétichistes. Tu touches pas à ça. Donc s'il y avait eu la moindre erreur, ils auraient été très malheureux. Donc voilà, il y avait à la fois un dispositif qui permettait de réellement raconter la vie de quelqu'un et moi de filmer Jeanne. Et avec Philippe Di Folco, avec qui j'ai aussi écrit, qui est un écrivain avec qui j'ai écrit Tourner aussi, on était parti juste de cette chose très simple pour se débarrasser du biopic, qui est une chose réelle tout de même dans la vie. C'est on ne connaît jamais la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Et à partir de là, tout devient passionnant. Bueno, hablando de la audacia, como bien dices, llevas muchos años filmando a John Zorn, este compositor muy importante en el free jazz, en la música experimental, que tiene también una peculiaridad al hacer scores para películas. Tú llevas la cámara que cargas en el bolso, no llevas ningún técnico, incluso usas lentes de foto fija para poder desplazarte espacialmente, acercarte, nos entregas unas texturas increíbles, así casi voyeur de Zorn, las partituras, y te conviertes como en un samurái silencioso y haces que los espectadores
nos enfrentemos directamente a la música como si nuestro cuerpo estuviera ahí. ¿Nos puedes contar sobre esto? Mais t'imagines la chance que j'avais de me retrouver. Personne ne peut filmer John Zorn, normalement. Et là, il y a une amitié qui est née et il m'a proposé. Oui, ça devait être une commande, encore une fois, cette histoire. C'est John. Alors, on se connaît en 2008 parce qu'il avait besoin d'un récitant français pour faire le Song of Songs, le Cantique des Cantiques à Paris. Et puis c'est seulement, et puis on devient amis. Bon, et 2 ans plus tard, il me dit il y a une télévision qui veut faire un portrait de lui, voilà. Et donc je commence en pensant que ce serait pour la télévision, un portrait pour la télévision. Mais j'ai jamais rendu les dossiers, j'ai jamais écrit les dossiers. Donc il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de financement. Mais cette habitude de filmer est restée. Et j'ai continué à filmer, mais uniquement quand la vie faisait qu'on se croisait. Et c'est seulement 6 ans plus tard, en 2016, que John a l'idée, et pourquoi pas un film entre 2 sets de musiciens pendant ces marathons musicaux. Parce que souvent, ces concerts peuvent durer 2 jours, 3 jours. Et voilà, et donc... avec Caroline de Tournai, la monteuse, on commence à regarder un peu ce que j'ai pu filmer. Et oui, c'est très organique. À vrai dire, c'est simplement, c'est une question de respiration. De respiration. Et puis, le premier, disons, c'est un état d'admiration. Et après, c'est au montage que réellement on essaye d'être aussi à la hauteur du public, puisque ces films allaient être montrés uniquement devant un public qui sait tout de John Zorn, qui vient écouter sa musique. Et voilà, et puis après, on s'est dit, il ne faut pas faire le même film. Donc ça a continué, l'amitié a continué, donc on a mis To Be Continued, et puis on a continué, et puis je continue. Et ça me... Là, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas ce problème de l'ennui, du coup. Tu vois, là, il y a des plans très longs. Parce qu'ils sont passionnants. Parce que c'est la vie, parce que ça ne vient pas de moi, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, quoi. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont tellement beaux quand ils travaillent. Donc, du coup... allons-y, quoi. Vous, le dernier, le Zorn 3, qui est... Y además son unos genios, ¿no? O sea, como que el aburrimiento es imposible. Supongo. C'est des génies. Oui, c'est des génies, et, mais ça passe par l'humour. Il n'y a pas d'esprit de sérieux. Ils ont tellement travaillé, mais c'est ce que explore le Zorn 3 avec Barbara Hannigan, quand elle reçoit une partition, et là on s'est dit, mais va-t-elle y arriver, quoi? C'est vraiment... avec Caroline, il y a une histoire même dans le 3. On l'appelait Rocky, le film, parce que c'est vraiment ça. Va-t-elle y arriver, quoi? C'est vrai, c'est... Bon. J'ai toujours beaucoup filmé, j'ai toujours eu une caméra. J'aime, c'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure en ouverture, sur le fait d'aimer physiquement les outils. Oui, j'aime beaucoup les problèmes techniques, qui n'en sont pas, en fait. Et c'est ce que j'aime aussi dans le monde de John Zorn, un musicien, c'est quelqu'un qui met en place des concerts, donc qui s'occupe et de l'économie, et des salaires, et du courage d'aller sur scène pour improviser, mais aussi de proposer des idées, de mettre des gens ensemble,
C'est plein de choses, quoi. C'est plein de choses. C'est un grand terrain de jeu. Donc si tu proposes à une troupe, à des amis, un film, il faut qu'ils aient un os à ronger, il faut qu'il y ait de l'appétit, il faut leur donner de l'appétit, quoi. Et c'est ça que je ressens c'est ce que John fait, je trouve, dans l'écoute aussi, toute cette chose de tous s'écouter. Ça, j'ai du coup pu retrouver cette chose de l'amour. Enfin, le cinéma est né dans le fait d'avoir trouvé sur le plateau une écoute. Es que, a ver, me encanta mucho que, o sea, tu cine como tus películas, o sea, siento que son muy reactivas, o sea, como tu impulso y como tus ideas, las películas de donde provienen, no sé si eso dialoga un poco también con el oficio de actuar, que es un oficio también como de reacción, ¿no? O sea, como que, ¿no? Hay un estímulo y reacción, y luego tus películas, siento que también son muy reactivas, no sé, a tu red afectiva, a tu red pues, sí, de amigos, de productores, de lo que te apasiona, y lo combinas con asuntos personales, ¿no? Y terminas siendo estas películas como maravillosas que en cuerpo de obra funcionan como, o sea, son muy variadas también, o sea, es como son muy distintas una de la otra. Y yo de aquí quisiera pasar a preguntarte, a poner un pie en el futuro un poco, o en el presente más bien, como de proyectos presentes, o sea, ¿qué te está ahorita como, a qué estás reaccionando ahorita, Matías Malric? Oui, il y a des choses qui ont changé. Je dirais que c'était il y a 4-5 ans. C'est après avoir tourné Tralala des frères Larieux, un film que je ne devais pas faire. C'est un autre acteur, c'est Damien Bonnard qui devait jouer. J'ai pas pu me lever un matin, une fois le film terminé, une fois que j'étais rentré à la maison. J'arrivais pas à me lever. Et je me rendais compte qu'il y avait le film de Noé Milowski, le film de cet extraordinaire cinéaste italien qui a fait le film autour du roman de Jack London, Pietro Marcello. Pietro Marcello, enfin, que des choses extraordinaires comme ça. Mais là, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Il fallait... Et j'ai vraiment pas pu me lever pendant 8 jours. Et j'ai eu le courage voilà, j'ai senti qu'il fallait que je les appelle. Je mettais pas les films en danger, c'était des films qui étaient peut-être dans 6 mois, et tout ça, mais et là, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Et ça a été très important. Et ça fait 9 ans que je suis dans L'homme sans qualité de Robert Musil. L'uomo senza attributos, c'est ça? Robert, voilà, de Musil. Donc, voilà. Dans le genre texte où, franchement, a priori, il n'y a pas de cinéma, quoi. Je vois pas comment tu fais un film avec ça. C'est pas possible. Eh ben, moi, je crois que si. Donc, je suis rentré dans un état d'étude extraordinaire que je n'avais pas pu vivre ayant été obligé de travailler très jeune. Et j'adore ça. C'est comme si j'étudiais la Bible ou la Torah ou le Coran ou je ne sais pas, ou de rentrer dedans. C'est extraordinaire. Et j'aimerais faire quelque chose, de jouer sur le vocabulaire de la série, notamment aussi le vocabulaire économique, enfin, d'arriver à faire quelque chose comme ça, peut-être sur 2 saisons. C'est un livre inachevé, en plus. Il est mort en 1942 sans l'avoir fini. Il a écrit entre 1919 et 1942, mais ça ne se passe que en 1913, juste avant la déclaration de la guerre. C'est vraiment au-dessous du volcan, quoi. Et c'est que des gens qui cherchent la grande idée de paix. Voilà, mais il faut voir qu'il a commencé à l'écrire en 1919, où après la catastrophe, tout repart comme avant, en pire.
Et évidemment, c'est une manière d'attraper l'époque, parce que tu dis, en effet, c'est des réactions à l'amour, aux amis, au deuil, aux choses comme ça, mais on a aussi la réaction à l'époque, enfin, à ce qu'on vit là, en ce moment, très fort, quoi, en Europe. Et donc, je joue... ma vie d'acteur est de côté, quoi. Donc, je me sens beaucoup, beaucoup plus vivant. Amos qui a failli mourir et puis qui est à l'hôpital lit une lettre de Einstein qui demande à Freud pourquoi l'être humain est incapable de se libérer de la menace de la guerre. Et il y a la réponse de Freud. Il savait que ces lettres allaient être publiées. C'était pour la SDN, la Société des Nations, qui était une société pacifiste suite à la Première Guerre mondiale, pour que ça ne recommence pas. Et on a fait ce film-là en 3 jours avec Amos à Tel Aviv avec des acteurs palestiniens, des acteurs israéliens, un acteur iranien. Cette chose qu'essaye de continuer à faire Amos, quoi, qui est quand la personne la plus violente et critique envers la politique de son pays depuis toujours, quoi. Et évidemment, voilà, les résonances de pourquoi la guerre. Voilà. Mais là, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien, il n'y a pas un bout de papier. Hein. Il y avait la lettre. Et Amos, il sait, quoi. Il sait que... Ben voilà, il sait que tu vas bosser, quoi, et que tu vas étudier. Donc, du coup, j'ai étudié. Et puis, on a mis... Voilà, on a fait... C'était, voilà, 3 jours. Et la semaine dernière. Et sinon, mes productrices, Yael et Laetitia, qui sont vraiment des sœurs, ça leur manque de ne pas faire un film avec moi. Elles me disent, Musil, le temps qu'on trouve l'argent pour Musil, enfin, tu ne veux pas faire un petit film. Ça, c'est toujours l'expression piège. Mais fais un petit film. Tout le monde sait que ça n'existe pas, un petit film. Mais voilà, je fais un petit film. Donc, elles m'ont eu, et là, je travaille autour d'un texte d'une femme extraordinaire qui s'appelle Vinciane Després, qui est une philosophe des sciences, éthologue, psychologue. Son dernier livre s'appelle Autobiographie d'un poulpe. C'est quelqu'un qui vient vraiment de Donna Haraway, de Isabelle Stengers, de Morisot, de Bruno Latour, voilà, et qui a écrit et qui joue, voilà. Elle joue comme savent le faire les surréalistes belges, quoi. Et là, elle propose des textes d'anticipation où on est dans une époque, un futur pas daté, où dans les universités, on étudie les capacités expressives du vivant, des animaux, des plantes. C'est devenu une donnée, ça ne se discute plus. On sait que l'araignée, avec ses vibrations, dans sa manière de créer des archives avec la trace de ses toiles par où elle est passée, crée un récit. On sait que cette... Voilà. Et donc, il y a des personnes qui travaillent à traduire ce que la poulpe écrit avec son encre. Voilà, elle place ça dans un... Voilà, et du coup, c'est de l'anthropologie, et ça, c'est aussi une réaction à aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai l'impression que là, maintenant, on respire plus, quoi. Et que grâce à des gens comme ça, grâce à l'anthropologie, ça ouvre des mondes. Ça ouvre des mondes. En fait, tout devient passionnant. Et elle est beaucoup partie aussi d'une écrivaine de science-fiction américaine qui s'appelait Ursula K. Le Guin et qui avait inventé quelque chose où des
des scientifiques s'engueulent sur quelles sont la signification des exudations qu'une fourmi a laissées sur une feuille d'acacia. Et qu'ils arrivent à traduire et ils commencent à comprendre que c'est un texte pamphlétaire d'une fourmi. Et voilà. Mais, si vous voulez, tout ça part de recherches actuelles. Tout ça existe, en fait. Ça existe. On le sait. Bon, les poulpes, c'est même pas la peine d'en parler. On comprend même pas comment c'est possible. Ces animaux qui ne vivent que 6 mois à 2 ans et qui pourtant, la génération d'après, repart de là. Il y a une chose de métempsychose, quoi, c'est sûr. De réincarnation. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et pareil, que le cerveau est dans le toucher. Et chacune des tentacules est indépendante. Donc c'est un peu du free jazz. Il n'y a pas de... C'est pas centralisé. C'est génial, quoi. C'est bon. Et donc, tout est comme ça. Elle a écrit un autre texte aussi sur les wombats, qui sont des animaux d'Australie, qui ressemblent un peu à des koalas, et qui ont une particularité. Ça, c'est vrai, hein, tout ça est vrai. Elles font des crottes cubiques. Non, mais c'est vrai. Et donc, il y a des scientifiques la fameuse Patricia Young, tout ça c'est vrai, hein, qui vraiment a essayé de comprendre pourquoi. Et Vinciane, elle va juste aller un tout petit peu plus loin, parce qu'évidemment, les wombats, ils font des murs avec leurs crottes carrées. C'est une forme de signalisation de où est leur terrier, des choses comme ça. Il y a eu des études faites que pendant les grands incendies en Australie, ils se sont rendus compte que les wombats avaient créé des murs plus grands, comme s'ils voulaient sauver les autres animaux. Ils ont accueilli d'autres animaux dans leur terrier pour qu'ils puissent survivre aux incendies absolument terribles qui ont eu lieu à ce moment-là. Voilà, et elle part de ça, elle pousse le bouchon un peu plus loin en se rendant compte que peut-être il n'y a pas que l'être humain qui aurait la conscience qu'il y a autre chose. Donc la spiritualité. Et donc, il y aurait peut-être un rapport de la spiritualité, que les murs, elle se rend compte qu'ils sont toujours dans les mêmes directions. Et c'est très, très excitant. Donc c'est à la fois une comédie, c'est aussi quelque chose contre le pouvoir, le savoir qui devient du pouvoir, les mandarins, comme on dit. Enfin, Et je m'amuse avec ça, pour l'instant. Je m'amuse avec ça et j'ai promis un scénario pour le 18 août. Voilà. Parce qu'il faut se donner des dates. Il faut se donner des dates. Parce que sinon... Donc j'ai dit à Vinciane que je lui donnerais un scénario le 18 août. Et je me suis servi de ce que je te racontais. Parce que le 1er septembre, on va faire quelque chose à Namur, en Belgique, devant un public. C'est un festival de lecture. C'est Benoît Poelvoorde qui a créé l'acteur Benoît Poelvoorde. Et donc, Vinciane, je vais lui donner le scénario avant. Et sur scène, elle va me dire, on va parler de ça, on va travailler sur le scénario devant les gens. Pour avoir vraiment peur, quoi. On va essayer ça. Voilà, c'est des trucs comme ça. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en esta hermosa charla que tuvimos. Gracias otra vez a la Embajada de Francia, al IFAL, a MUBI, en nombre de la Filmoteca, de FICUNAM y de la UNAM, muchísimas gracias. Merci.